bonjour, ici Chantal Delanoë pour l'Ayurveda pratique. J'interviens aujourd'hui pour faire cette webconférence sur le Covid et surtout la perspective covidique selon l'Ayurveda. Je suis avec Françoise Barrios qui est psychologue et donc aussi thérapeute en Ayurveda. Moi-même, je suis infirmière et thérapeute en Ayurveda depuis 15 ans. Et j'ai créé un groupe qui s'appelle l'Ayurveda pratique. Et donc, sur ce groupe, régulièrement, tous les mercredis soirs à 20h30, je propose un live sur un sujet particulier en correspondance avec l'Ayurveda. Donc, j'interviens en fait avec une autre personne. Et là, cette autre personne, c'est Françoise qui va pouvoir se présenter. Alors, bonsoir tout le monde. Comme je disais, je ne vois pas forcément qui est là, mais je vois des noms que je connais. Donc, je salue tout le monde, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, ceux avec qui j'ai communiqué via les réseaux. Et merci à toi, Chantal, d'organiser cette soirée, de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Pour ce sujet, je pense que tout le monde est un peu saturé de parler de Covid, mais on va en parler différemment. Donc, ça va être plus sympathique, je pense. Alors, une rapide présentation. Eh bien, moi, à la base, donc, je suis psychologue clinicienne, j'ai un long parcours dans la psychologie clinique en Suisse, donc puisque je suis franco-suisse et j'ai toujours pratiqué en Suisse. Et donc, je dirais que l'Ayurveda est venu sur mon chemin tout à fait naturellement. J'étais depuis très jeune en recherche d'autres façons d'aborder spécialement la psychiatrie parce que j'étais pas du tout convaincue de ce que je voyais dans les établissements psychiatriques où je travaillais. Donc, après être passée par différentes écoles, aromathérapie, toujours vers les plantes, toujours, etc. Un jour, l'Ayurveda arrive sur ma route et comme je suis une personne qui adore voyager, qui parle couramment l'anglais, départ pour l'Inde, parce que ça a été tout de suite là-bas que j'ai mis les pieds. Et donc, j'ai étudié, il y a une quinzaine d'années, j'ai étudié de plusieurs années en Inde avec toute une réorganisation familiale et professionnelle, mais voilà, ça a été une belle aventure. Donc maintenant, mon cabinet est toujours à Genève, j'y pratique toujours. Depuis la crise sanitaire, je pratique également en ligne, ce que j'aurais jamais imaginé faire avant, parce que ça me paraissait tout à fait impossible de concilier l'Ayurveda et les visios, et pourtant, j'ose dire que je trouve que j'ai fait quand même du bon travail, même en visio. Et puis, je te laisse admettre au fur et à mesure, comme Chantal, les personnes. Et pendant mon parcours de toutes ces années passées en Inde, en faisant l'histoire courte, par le hasard, si on veut, qui n'existe pas vraiment, des rencontres avec notamment un enseignant de yoga. Moi, je suis également enseignante de Hatha Yoga. Je dis on parce que toute la famille s'est mise avec. On a construit ce petit hôpital et ce petit centre traditionnel ayurvédique au Kerala qui existe depuis 5 ans maintenant, qui accueille normalement des patients chaque année et tout au long de l'année, européens, indiens, occidentaux, canadiens, enfin peu importe. On est fermé depuis 2 ans malheureusement, mais on rouvre normalement. J'ai prévu d'être là-bas au mois de février. J'ai déjà des patients qui viennent avec moi. Si tout va bien, voilà, on rouvre, mais sous certaines conditions, on va voir ça. Voilà pour la présentation. Et peut-être pour entrer juste dans le sujet, avant que je te redonne la parole, en fait, j'ai été contactée par mes professeurs, mes anciens professeurs en Inde. Il y en a que j'oserais même pas appeler professeurs, je dirais mes anciens maîtres, parce qu'il y en a qui dépassent de loin l'image du professeur tel qu'on peut se l'imaginer en Occident. Et voilà, ils m'ont informé un peu sur le Covid, sur un groupe de recherche notamment qui se tenait au Kerala, dirigé par le ministère Ayush en Inde, qui est le ministère du yoga et de l'Ayurveda. Donc, j'ai participé un peu à tous ces séminaires avec eux et j'ai fait un certain nombre de formations qu'ils ont données en ligne parce que je trouvais important de pouvoir, dans cette période actuelle, aider le maximum de gens avec ce que l'Ayurveda pouvait apporter. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que je me suis spécialisée, mais en quelque sorte, quand même, oui, j'ai dû acquérir une certaine compréhension du Covid ayurvédique, si on veut, et puis des traitements. Voilà. Alors, quelqu'un dit qu'elle n'a pas de son. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, c'est peut-être qu'il faut réactiver son micro chez elle, ou chez lui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà pour ma présentation rapide. Alors, bien, donc on va passer dans le vif du sujet et on va parler pandémie et Ayurveda et on va faire ensuite un petit topo sur l'immunité.
Donc là, une pandémie, en fait, selon vraiment l'explication réelle, c'est une épidémie hein, d'une maladie qui se diffuse au niveau mondial et qui fait, en général, beaucoup de décès de malades et surtout beaucoup de décès. Voilà, selon l'Ayurveda, tu vas pouvoir nous dire ce que c'est. Une pandémie, selon l'Ayurveda. Alors, selon l'Ayurveda, je vais vous donner, je sais qu'il y a des praticiens, là, je vois Jacques en face de moi, il y en a peut-être d'autres que je vois pas, mais je sais qu'il y a des praticiens, donc je vais essayer d'avoir un discours qui s'adapte à tout le monde, c'est-à-dire qu'il soit accessible aux personnes non initiées à l'Ayurveda, mais qui donne quand même assez de nourriture à ceux qui sont plus initiés, voilà. Donc, selon l'Ayurveda, moi, je m'inspire toujours des textes classiques parce que c'est là-dedans que j'ai étudié. L'Ayurveda est donc écrit dans des textes qu'on étudie en Inde. Et donc, dans ce texte de référence qui est le Charaka Samhita, dans le 15e chapitre, pour ceux qui veulent lire et qui s'inspirent de ce livre, dans le Vimanasthana, 15e chapitre, on parle en fait d'un critère de maladie. Je reprends les mots sanscrits parce qu'on ne peut pas tellement réduire l'Ayurveda à traduire les mots, mais Janapada Dvana Vyadi, c'est ça qui est expliqué. Et c'est assez fascinant, c'est ce qui m'a séduit dès le premier séminaire que j'ai fait avec les médecins indiens, de voir que dans ces livres qui datent de millénaires, en fait, on parle déjà. Alors, ces mots sanscrits que je viens de vous dire, ça veut dire une maladie qui va tuer beaucoup de gens. Voilà ce dont on parle dans les livres de l'Ayurveda. Et ils expliquent dans ce chapitre que ces maladies qui vont tuer beaucoup de gens, on parle donc bien de pandémie, hein, ils expliquent bien en fait quelles en sont les causes, quels en sont les critères. Elles ont toutes les mêmes critères, notamment elles varient en fonction des saisons, elles peuvent s'aggraver ou s'alléger selon les saisons. Elles font toutes de la fièvre, par exemple. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui est vraiment expliqué. Et on retrouve vraiment tous les critères de. Avant, je disais le Covid, mais il paraît il s'est féminisé, donc on dit la Covid maintenant. Hein, donc, et donc, on retrouve vraiment les critères de la Covid telle que nous, on l'a décrit aujourd'hui. Et ce qui est expliqué, qui est très intéressant dans ce chapitre, et pourquoi on a une approche complètement différente en Ayurveda, c'est que, en fait, les causes qui sont expliquées dans ce livre, c'est qu'une pandémie, elle arrive à cause de ce qu'ils appellent l'ignorance. Donc, c'est ce qu'explique donc Charaka dans ce livre. L'ignorance de quoi? L'ignorance de comment fonctionne la maladie, l'ignorance de comment ça fonctionne dans le corps qui reçoit la maladie, l'ignorance, j'ai noté, je ne vais pas oublier des choses que je vais vous dire. L'oubli, par exemple, aussi, il est cité. On oublie comment se sont passées les pandémies d'avant et comment on a fait pour en sortir. Donc voilà les choses qui sont mentionnées là. Et un point essentiel, peut-être le plus important, qui va peut-être asseoir la différence entre l'approche allopathique et l'approche ayurvédique, c'est ici, en allopathie, vous avez tous vu et entendu, on parle du virus, du virus, du virus, du virus. Et on ne parle que du virus, en fait. Alors qu'en Ayurveda, on a toujours le concept de roga, la maladie, et de rogi, qui est le patient, en fait, le malade. En fait, c'est comme yoga. Yoga, c'est le yoga. Yogi, c'est celui qui pratique le yoga. Et en fait, on relie vraiment le virus de la COVID-19 à la personne, le patient qui va accueillir le virus. Et en fait, chaque tableau symptomatique et chaque façon de traiter, comme toujours en Ayurveda, sont complètement individualisés. Et bien sûr, il y a un protocole standard qui a été donné par le ministère Ayush parce qu'on sait qu'il y a des plantes qui fonctionnent pour tout le monde. Mais toutefois, on va toujours s'attarder à regarder comment le virus entre dans ce corps, en fait, et même dans cet esprit aussi, et quel chemin il va faire et comment il va se manifester chez cette personne, chez Chantal, chez moi, chez Dominique, Pascal, tous les noms que je vois, ça se manifestera différemment. Et c'est pour ça, on le voit bien, qu'on a X tableaux différents dans le tableau de la COVID-19. Voilà pour les grandes lignes un peu de ce que dit l'approche ayurvédique. Donc vraiment, ne jamais dissocier le virus du malade, en fait, parce que ça n'a pas de sens, en fait. Voilà. Ce qui serait bien maintenant, c'est de parler immunité, parce que si on parle pandémie, on parle maladie, on parle forcément immunité.
Et donc, l'immunité, par l'allopathie, en fait, on parle essentiellement de globules blancs, en fait, hein, de tout ce qui va permettre de combattre les maladies, et notamment, donc, justement, les défenses immunitaires que nous avons au niveau biologique dans notre corps. Et puis sur notre peau, et puis un peu partout, en fait, hein, donc, voilà. Donc, c'est assez succinct, c'est assez... Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses par rapport à ça au niveau allopathique. Au niveau de la naturopathie, on parle beaucoup du microbiote qui a un impact sur notre immunité. On en parle aussi quelque part un peu dans l'Ayurveda, mais c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est beaucoup plus en lien effectivement avec ce qu'on ingère, mais aussi avec notre façon de digérer, notre feu digestif. Qui fluctue en fonction des saisons et de notre âge, et en fonction aussi de l'heure de la journée, puisque effectivement, il y a des variations de chic. Et donc, je vais te laisser en parler plus particulièrement, Françoise. Oui, alors l'immunité, en fait, la réponse immunitaire, c'est le gros problème de la COVID-19, en fait. C'est pas tant le virus quand il arrive et qu'il vous frappe, c'est comment l'immunité de chacun va réagir. On sait qu'avec certaines problématiques de comorbidité, la réponse immunitaire peut être totalement désorganisée et créer vraiment des problèmes. Alors en Ayurveda, je pense qu'il y aura, ou il y a peut-être eu un mercredi sur l'immunité proprement dit, parce que là, ce soir, c'est pas le thème complet, mais peut-être tu l'as déjà fait ou tu feras un autre live où on parlera vraiment de l'immunité. On a, selon l'Ayurveda, on a l'immunité innée, donc on est avec une certaine immunité acquis, innée, pardon. Et après, on a l'immunité qu'on va construire au courant de notre vie, selon notre hygiène de vie, comme tu l'as dit, selon notre alimentation, selon notre état mental, selon qu'on va s'exposer ou non à beaucoup de virus quand on est petit et qu'on va créer tout ce système. Donc voilà, chacun a vraiment son système immunitaire propre, qui peut être faible, qui peut être fort. Et selon l'Ayurveda, avoir une bonne immunité, en fait, c'est avoir un équilibre complet entre eux. Alors là, on rentre dans des termes un peu techniques, mais pour les praticiens, pour ceux qui connaissent un petit peu les mots, il faut qu'on ait un bon équilibre entre les doshas, donc Vata, Pitta, Kapha doivent être équilibrés, aussi entre ce qu'on appelle les malas, ce qui sont nos déchets en fait du corps. Après, il faut que nos tissus, les fameux dhatus, soient tous forts en fait. C'est ce qui va nous conférer une immunité, et surtout les deux premiers, on va en parler pour la Covid, c'est vraiment ça l'essentiel. Un premier tissu, le rasa, en fait, ce qu'on peut appeler un peu l'équivalent, parce que j'aime pas dire ça, de ce qui va former le sang, donc le plasma, si on veut, les fluides corporels, tout ça. Et on a ça qui doit être fort, et puis on a cette substance ojas qui est le résultat de ces tissus qui sont très forts. Si ojas est fort, l'immunité est forte. Et puis le feu digestif, tu l'as dit aussi, donc c'est pas tant comment on mange, mais est-ce que notre digestion est optimum, est-ce que notre élimination est bonne, et notre état mental évidemment qui a un impact immense sur l'immunité. Et je vais quand même vous dire une petite boutade qui m'a été dit dans les formations que j'ai faites, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un médecin indien qui m'a dit c'est pas du tout le sujet de ce soir parce que je sais que c'est un sujet très tendu, l'histoire des vaccins, c'est pas du tout le sujet, mais il m'a quand même dit à un tel point, je me demande si le vaccin n'a pas juste pour effet d'enlever la peur aux gens qui ont peur, et c'est ça qui va faire qu'ils vont bien réagir quand ils attrapent. Ça m'a même été dit de cette manière-là. C'est pour vous dire à quel point le mental est important. Et on sait d'ailleurs que les personnes, et il n'y a aucun jugement là-dedans, on sait que les personnes qui ont très peur de ce virus sont quand même les personnes qui très rapidement ont couru se rassurer par la vaccination. Le but aussi de ce soir, c'est d'amener un peu de légèreté dans tout ça, d'espoir, d'optimisme, et puis de dire aux personnes qui sont présentes, il y a une autre lecture de l'Ayurveda. Oui, c'est une maladie grave qui peut tuer. Même en Ayurveda, on sait qu'il peut y avoir des formes sévères et qu'il peut y avoir, et il y a des morts. Mais il y a tout un parcours avant qui fait qu'on n'arrive pas comme ça, on attrape le virus, on meurt. C'est pas comme ça. Hein. Donc, c'est aussi une manière de dire qu'il y a des traitements. Et moi, je soigne beaucoup de gens actuellement. Il y a Dominique que je vois en face là qui a reçu aussi des traitements de ma part. Donc, et je sais que les traitements fonctionnent. Je le vois tous les jours dans mes consultations. Donc, c'est aussi une manière de rassurer ce soir
et d'avoir une autre approche. Sinon, on a l'impression de plonger dans un marasme. Mais pour en revenir à l'immunité, voilà, pour ceux qui ont rejoint un peu aussi les sciences védiques, ceux qui pratiquent le yoga, ceux qui pratiquent peut-être autre chose que le yoga, hein, le tai chi, le qigong, il n'y a pas que le yoga, qui marche dans la nature. Enfin, toutes les techniques qui sont aidantes pour, j'ai envie de dire, calmer le mental, augmenter son taux vibratoire pour ceux à qui ça parle, voilà, vont aider à garder une bonne immunité, en fait. Et la peur, le stress sont décrits dans l'Ayurveda comme les premiers facteurs qui diminuent l'immunité. Donc, on le sait. Voilà un petit peu quelques mots sur l'immunité, rapide, parce que c'est un gros sujet. Ouais, c'est sûr que c'est assez vaste comme sujet et c'est important et de savoir, de connaître ça en fait, de savoir qu'effectivement, si on a peur, ça fait baisser le système immunitaire ou en tout cas, ça n'engendre pas forcément déjà une bonne digestion. On voit bien quand on a peur, on est assez, en général, on est assez bloqué au niveau intestinal. Et forcément, après, tout est déséquilibré, quoi. C'est ça, Jacques, tout à fait. Je vois le commentaire. La peur n'est qu'une illusion. Alors moi, j'aime beaucoup quand on parle d'immunité, juste encore quelques mots. Je reprends le terme de Ojas que j'ai nommé. Ojas, il se forme, comme j'ai dit, à la suite de la digestion, etc. Ce sera trop compliqué ce soir pour les personnes non praticiens de reparler de comment se forme Ojas. Mais au final, on acquiert en Ayurveda, selon ce qu'on mange et comment on digère et plein d'autres choses, on acquiert ce qu'on appelle Ojas, qui peut être traduit par lumière, en fait, lumière intérieure et lumière extérieure. Donc, pourquoi je parle de ça en faisant référence à la lumière? Parce que si vous restez le plus possible lumineux à tous les sens du terme, dans votre vie, dans les personnes que vous côtoyez, dans les activités qui vous amènent de la joie, vous allez maintenir un ojas qui va être fort. Une personne qui a beaucoup d'ojas, c'est une personne vraiment qui attire. On a envie d'aller vers elle, on a envie d'être en sa compagnie. Sur les tableaux religieux, ce seraient les personnes qui dégagent ces faisceaux là lumineux. Mais c'est ça, avoir un bon ojas, et c'est super important en ce moment, surtout dans une période où ces énergies, surtout si vous allumez votre poste de télévision. Enfin, moi, je sens très bien dans les gens que je côtoie, dans l'humanité aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont totalement en train de perdre leur ojas. Je peux pas traduire le mot autrement parce que c'est comme ça. Et je ne sais pas si elle est connectée parce que je ne vois pas tout le monde, mais j'ai envoyé un traitement à, je ne sais pas si Karine est là, elle pourra mettre un message, une personne que j'ai traitée là, qui commençait vraiment à aller pas très bien avec son Covid. Et je me permets de parler d'elle. Bon, je ne sais pas si elle est présente, mais je sais qu'elle serait d'accord que je parle de ça. Karine, c'est quelqu'un, son retour a été très important parce qu'elle pratique le chamanisme, elle est comme ça connectée aux éléments de la nature. Et elle me disait vraiment, donc c'est pas du tout une personne qui craint de tomber malade ou ces choses-là, elle est plutôt dans une approche complètement naturelle et tout. Mais elle me disait quand même, en ayant côtoyé ce virus, moi je peux pas parler pour moi parce que je l'ai pas eu. Hein, j'ai testé ma sérologie, 0 anticorps, je l'ai pas eu. Mais elle me disait, j'ai été frappée par un truc qui est au-delà d'un virus, qui était d'une noirceur. C'est vraiment ce dont je parle par rapport à Oja. C'est un truc qui m'a pris comme dans une toile d'araignée et je n'arrivais plus à m'en sortir. C'est aussi pour ça qu'elle a fait appel à moi d'ailleurs. Une noirceur avec des angoisses. Je connais quand même des gens proches dans ma famille qui ont commencé des formes de dépression, de syndrome dépressivo-anxieux, d'angoisse, un truc vraiment, j'ai envie de le dire, très très glauque qui ressemble pas à un virus habituel, sans compter les angoisses qui se créent quand vous faites des difficultés respiratoires, hein, même si vous êtes en bonne santé et que vous sentez que vous respirez mal. Ah ben voilà, Karine, tu es là. Merci Karine d'être là. Je me suis permis de dire ce que tu m'avais émis dans tes messages parce que vraiment, voilà, elle dit, vous voyez son commentaire, des forces ténébreuses qui tirent vers le fond. C'est vraiment, et je fais vraiment confiance au ressenti de Karine. Et j'en ai une autre. J'ai une autre personne qui est peut-être pas connectée, qui fait de la médecine quantique et énergétique et qui m'a dit qu'elle a essayé d'analyser le truc. Là, je dis le truc parce que je sais même pas comment l'appeler, ce truc, hein, qui est plus qu'un virus, à mon avis. Et elle me dit, j'ai essayé d'analyser et j'ai été vraiment connectée, exactement ce que dit Karine, elle aussi. Donc, les personnes qui sont familières à l'énergie, il y a aussi mon amie Sophie, là, qui est peut-être connectée, elle m'a dit qu'elle serait là, qui m'a dit un peu la même chose. Donc, j'ai plusieurs commentaires de personnes qui sont tournées dans l'énergie ou dans les médecines énergétiques et qui m'ont fait des commentaires qui se recoupent. Donc, voilà pourquoi, voilà, Dominique me dit ça.
C'est ça. Donc d'autant plus pourquoi dans les traitements on inclut tout ce qui va être lié au mental. Et voilà pourquoi ce médecin indien me disait à quel point le vaccin peut être bénéfique pour certaines personnes, parce que il disait il vaut mieux avoir un vaccin et être calme dans sa tête que de paniquer et de finir aux soins intensifs. Voilà, c'était pour parler d'Ojas, la lumière. Donc restez, trouvez, prenez conseil auprès d'un praticien, d'un enseignant de yoga si vous ne savez pas faire, mais restez dans quelque chose. Il faut surfer au-dessus de la vague actuellement, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Il faut savoir surfer sur la vague en tout cas, mais au-dessus si possible. Sinon, vous allez tomber comme une bonne partie de l'humanité dans ce truc obscur. Voilà. Restons dans la lumière, Chantal. Moi, je rajouterais l'union fait la force. Aussi. C'est bien pour ça aussi que j'ai créé ce groupe, pour qu'on puisse justement nous relier les uns aux autres et puis rester dans cette lumière. Hein. Pour éviter de sombrer chacun de son côté. C'est vrai que c'est loin d'être simple quand on est actuellement dans cette noirceur. Bien, on va passer aux 6 stades de la maladie. Alors, peut-être juste aussi, oui, on va parler de ça, parce que c'est important. Dans les textes classiques, pour les praticiens, de nouveau, un peu de nourriture sanscrite, il est décrit Agantuka Sanipata Jvara, c'est-à-dire, en fait, c'est le nom qui correspondrait en sanskrit à exactement ce qui est décrit dans la maladie du Covid-19. Alors, Agantuka, c'est une maladie qui vient de l'extérieur. Vous avez des maladies qui se créent à l'intérieur du corps. Hein. Si vous faites une cirrhose du foie, un diabète ou je ne sais quoi, c'est une maladie qui a été créée à l'intérieur. Et puis, vous avez une maladie qui peut attaquer votre corps de l'extérieur, comme un virus. Et donc, on est dans ce type de maladie. Après, Sanipata, parce qu'elle implique cette maladie les 3 doshas. Les maladies sont classifiées en Ayurveda si elles impliquent un dosha, 2 doshas, 3 doshas, c'est-à-dire Vata, Pitta, Kapha. Là, on a quand même les 3 qui sont impliqués, certains plus que d'autres. Et puis Jvara, parce que c'est une fièvre avec tous les symptômes ayurvédiques comme l'effondrement d'Agni, pour ceux qui comprennent ce que je raconte, le feu digestif qui s'affaiblit, etc. Donc, on est vraiment dans ces critères au niveau, donc pour les praticiens qui traitent, si vous traitez vos patients, pour ceux qui ne sont pas spécialement formés au Covid, mais si vous traitez de cette manière-là, vous aurez de bons résultats. Voilà, ça c'était pour parler de… Ah oui, et une chose essentielle qui est aussi expliquée dans les textes classiques, parce que j'ai pris des notes pour rien oublier tellement c'est important. Une maladie qui vient de l'extérieur est écrit dans la Charaka, toujours ces textes classiques. Quand une maladie à Gantuka vient de l'extérieur, elle ne peut avoir d'impact que si la personne qui le reçoit est faible, affaiblie. Ça va faire respirer beaucoup de monde ce soir parce que c'est vraiment expliqué et c'est vrai, on sait oui, je vais redire. On sait dans l'Ayurveda que pourquoi il y a des personnes à risque, pourquoi il y a des personnes avec des comorbidités, les personnes âgées. Une personne, un enfant, ça c'est l'étude du ministère Ayush, le ministère de l'Ayurveda en Inde, a dit qu'un enfant a 15 000 fois moins de risque d'attraper le virus de la Covid qu'une personne âgée. C'est énorme quand même. Donc, pourquoi est-ce que je me suis égarée à parler de ça? Oui, parce que je disais qu'une maladie extérieure ne vous atteint que si vous êtes faible. Faible à tous les niveaux, faible au niveau de vos tissus, de vos doshas, de votre feu digestif, de votre mental. Donc, si vous avez besoin, même actuellement, vous n'avez pas encore eu la Covid et que vous craignez de l'avoir comme tout le monde, prenez contact avec un praticien en Ayurveda, renforcez-vous parce que c'est possible, ça on va parler après de la prévention, de manière à ce que si le virus vous frappe, voilà, honnêtement, j'ai absolument pas peur de ce virus, franchement. Je veux dire, mais il m'a pas frappé, mais même s'il me frappe, j'en ai pas peur du tout. Donc voilà. Donc il ne frappe et comme toujours, il va se localiser et ça, on va en parler dans les 6 stades à différents endroits. Alors les 6 stades. Alors la phrase, peut-être c'était le nom de la maladie là, Agantuka. Je tape pas sur l'ordi de mon mari parce que Agantuka, c'est donc, vous trouverez ça dans la Charaka hein, pour les praticiens, une maladie qui vient de l'extérieur, Sanipata, les 3 doshas impliqués, et Jvara, la fièvre. Voilà pour cette dénomination. Alors, en Ayurveda, on décrit toutes les maladies selon un processus qui se déroule en 6 étapes. Et ça, c'est pour toutes les maladies. Tous ceux qui sont praticiens connaissent ça très bien. Ça fait partie du b.a.-ba de ce qu'on apprend dans nos études. Donc, la maladie se décrit, elle s'installe en 6 étapes. Alors, je vais faire le lien avec la Covid. C'est quoi ces 6 étapes, en fait, par rapport
à la Covid. Alors, on a le stade 1, Sanchaya, qui est l'accumulation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le virus pénètre au niveau de votre nez, parce que c'est par là que ça se passe, et commence à s'installer dans le nez. Il s'accumule au niveau de votre nez. Ça, c'est le stade 1. Ensuite, on passe au stade 2, qui est Prakopa, qui est donc l'aggravation, l'accumulation, mais ça s'aggrave. En fait, il y a toujours plus de quantité de virus qui s'installent dans le nez et qui commencent à occuper tout le nez. Jusqu'à un moment donné où stade 3, c'est la diffusion, la dissémination, parce qu'il n'y a plus assez de place dans le nez. Donc là, le virus commence à se déplacer et descend gentiment vers la gorge. En général, c'est l'étape suivante, les maux de gorge avec une toux sèche, une toux qui commence à déranger. Et puis, on a le stade 4, la localisation, Stana Samshaya en sanskrit, c'est-à-dire que le virus va chercher maintenant un endroit où s'installer. Voilà, localisation. Et donc, dans le cadre de la Covid, il va s'installer dans la partie supérieure des poumons. C'est là où il va commencer à se loger. C'est là où, évidemment, on arrive dans les difficultés respiratoires et là où ça commence à être plus compliqué. Au début, c'est OK. Nous, on le traite très bien en Ayurveda, même s'il est arrivé jusqu'à ce stade-là. Et c'est ce que les patients décrivent quand on commence à être essoufflé, etc. Et puis ensuite, on va passer au stade 5 et 6, Vyakti et Beda, c'est-à-dire il s'installe là et là, il commence à créer des complications, voire une chronicisation, c'est-à-dire on est dans la pneumonie, dans la fibrose pulmonaire qui peut être encore rétroactive. À un certain stade de la fibrose, on peut encore faire marche arrière. À un moment donné, ça va trop loin, la fibrose est trop importante et elle s'installe en fait, elle devient chronique et irréversible. Alors, chez nous, on hospitalise, c'est là qu'on arrive aux soins intensifs chez nous. En Inde, ils hospitalisent. Alors, peut-être, ça, c'est les 6 stades selon l'Ayurveda. Je pense que ça va peut-être un peu vite pour les personnes novices, mais bon, il y aura l'enregistrement pour réécouter. Mais c'est extrêmement bien expliqué le processus que prend ce Covid pour descendre depuis le nez tout ce que les personnes qui sont là et des formations professionnelles et qui ont eu la Covid décrivent parfaitement bien. Et ce que décrit aussi l'Ayurveda, c'est un autre classement en 4 groupes de patients, en fait. Donc, on a une classification ayurvédique entre les patients atteints de la Covid asymptomatiques, et ça, on le connaît, on sait, asymptomatiques, et puis on aura les symptômes légers, nez qui coule, rhinite, peut-être un peu de fièvre, et puis on aura les symptômes moyens. 3e groupe, c'est un peu plus compliqué, ça commence à descendre vers les poumons. Et puis le 4e groupe, qui sont les symptômes sévères avec toute l'atteinte pulmonaire et tout ce qui va avec. Voilà, ça c'est selon les 4 groupes. Et donc nous, quand on reçoit un patient, la première chose que je regarde, je fais ça très vite, honnêtement, il y a des personnes comme Dominique, franchement, on parle pas très longtemps, même en téléphone. J'en ai eu de plusieurs endroits qui sont pas du tout près de chez moi. Si on veut s'intéresser que à la Covid, parce que en fait, normalement, on fait pas ça en Ayurveda, on fait un bilan complet, etc. Mais là, il s'agit d'aller vite, parce que si la personne m'appelle et qu'elle est dans le stade 1, tout léger, et que on veut éviter que ça descende plus loin, il faut agir assez vite, le temps qu'elle reçoive ses plantes, le temps qu'elle se traite. Donc, je fais pas un bilan complet ayurvédique, je vais à l'essentiel des symptômes, je regarde où elle en est au niveau Covid et à quel stade il faut traiter et je fais expédier les plantes aussi vite que possible, en fait, parce qu'il y a une question de temps pour certaines personnes, il faut être réactif, en fait. Après, on se reverra plus tard, on verra la suite, mais voilà, c'est un peu de la médecine d'urgence, ce qui est étonnant parce qu'Ayurveda n'est pas une médecine d'urgence, non, on n'est pas une médecine d'urgence, mais là, on est quand même obligé de traiter d'une certaine manière quand même aussi en urgence, voilà, dû au virus. Donc, voilà. Je vais rajouter aussi que le Covid accélérait certaines maladies et donc, du coup, c'est vrai que la comorbidité est assez importante aussi quand on traite les gens. Au niveau du Covid. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu de ce traitement qu'on peut faire quand il y a comorbidité? Alors, normalement, je le dis parce que même les médecins indiens le disent, les personnes qui sont à comorbidité grave, enfin très obèses ou avec des problèmes d'immunodéficience reconnus, devraient normalement avoir reçu le vaccin. Même les médecins ayurvédiques le disent. On va pas attendre parce qu'en fait, s'il l'attrape, ça peut aller très très vite et on n'aura pas le temps en donnant quelques mois. C'est vraiment, ils le disent très très bas. Ils ont la politique que nous
personnellement, je le dis, on aurait dû appliquer, c'est-à-dire en fait réserver la vaccination aux personnes à risque et à comorbidité pour éviter quand même des décès, même si on sait que ces vaccins ne sont pas extraordinairement au point. Bon, ben voilà, c'est ce que en tout cas m'a été transmis par les médecins. Mais parce qu'une personne qui fait 110 kilos, on va pas la faire maigrir en Ayurveda en 3 jours là avec nos traitements et nos protocoles et nos bilans. Donc on n'a pas vraiment moyen de traiter la comorbidité. Ou alors c'est une personne qui maintenant contacte un praticien et s'y met. Alors ça c'est une autre approche que j'aime bien. Vous avez Jacques là qui consulte aussi dans sa région, pas très loin de chez moi. On peut très bien se dire ah ben voilà, j'ai eu un déclic en écoutant ce live ce soir. Et voilà, l'Inde possède 5 vaccins. Ils ont des vaccins qui sont pas ARN messagers. Hein. Ils en ont aussi un tout récent qui vient d'être homologué et qui est tout à fait correct. Voilà, d'après ce que je pense, même s'il n'a pas eu toutes les vérifications, mais il est homologué et c'est pas un ARN messager. Mais voilà, on peut se mettre à l'Ayurveda maintenant parce que il y a quand même beaucoup de gens qui ont pris conscience de c'est quoi la santé en étant confrontés à cette pandémie. Hein. C'est quoi la santé? Qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter mon capital santé? Je sais que je suis mortelle, mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça m'arrive trop vite? Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à faire, mais on n'aura pas de traitement miracle au niveau de la comorbidité. En revanche, ce que je peux faire le lien, c'est que la comorbidité comme le diabète et l'obésité sont liées au dosha kapha. Et c'est un dosha qui est extrêmement impliqué dans la maladie de la Covid-19. Voilà pourquoi l'Ayurveda explique très bien pourquoi les personnes, si vous êtes une personne à constitution ayurvédique kapha, avec en plus des problèmes d'aggravation de kapha, vous faites partie des personnes à qui je conseillerais de vous y mettre là avant que la Covid vous frappe parce que vous pourriez être plus mal en point qu'une personne vata toute mince et voilà. Donc kapha et les comorbidités, ça marche ensemble par rapport à la Covid en tout cas. Voilà. Ok, merci beaucoup pour un peu complexe par moment, hein, mais bon. On voulait parler des traitements un petit peu, c'est ça le prévention? Oui, parce que là, tu es parti sur les doshas impliqués, donc ça, c'est intéressant. Mais ça pourrait être sympa aussi de parler surtout des signes, en fait, puisque là, tu as parlé des 4 groupes. Ça pourrait être bien de clarifier un peu les signes de la Covid. Oui, des mesures préventives et ensuite des traitements qu'éventuellement on peut mettre en place en tant que thérapeute. Alors, vous avez le premier groupe, on a dit asymptomatique. Bon, là, c'est comme ce qu'on sait chez nous. Hein, vous êtes affecté par le virus et vous n'en savez rien. Les symptômes légers, les premiers qui font partie du premier groupe, on va dire, ça peut être un simple rhume, une rhinite, donc, qui peut être traité en Ayurveda très facilement, peut-être un peu de fièvre, mais en gros, ça va être à peu près ça. Après, on arrivera peut-être à la toux, qui peut être une toux légère, hein, une toux d'irritation au début, une toux sèche, peut-être elle deviendra productive, mais pas forcément. Dans l'ordre des symptômes, un petit peu de maux de gorge, irritation au niveau de la gorge. Après, quand ça commence à aller un peu plus loin, il y a une fatigue intense. Moi, je l'ai pas eu. Hein, je parle de ce que les patients me racontent et de ce que j'ai appris dans mes formations. Une fatigue intense qui s'installe. Je sais qu'il y a des personnes qui dorment 18 heures sur 24 alors qu'elles n'ont pas forcément d'autres symptômes, mais un épuisement qui est dû aussi au fait que kapha, qui confère la solidité, la robustesse à l'organisme, est totalement affaibli. Donc, il n'y a plus cette force en fait de l'organisme. Donc, la personne est épuisée. Et puis, on peut avoir des maux de tête, qui donc le système nerveux qui est impliqué. On peut avoir, mais c'est plus rare, des nausées, des diarrhées, en tout cas perte d'appétit, on le sait, perte de goût et d'odorat. Ça, pour ceux qui pratiquent l'Ayurveda, c'est lié au sudosha de kapha qui régule Bodhaka kapha dans la bouche, bien évidemment. Perte d'odorat. Et puis après, on arrive au problème plus sévère du srotas prana, donc le prana, où on arrive aux problèmes respiratoires légers, moyens, sévères. Voilà un petit peu dans l'ordre. On pourra avoir des problèmes de rakta srotas pour les praticiens, donc qui commencent à avoir une perturbation de la circulation sanguine avec la formation de caillots, de coagulation.
Et puis après, si on arrive dans les symptômes, alors la fièvre, j'en ai parlé aussi. Après, ce qui se passe, peut-être c'est intéressant de comprendre. À un moment donné, dans la Covid-19, j'ai dit rapidement, mais je vais détailler un petit peu plus, Vata va augmenter et puis Kapha va s'affaiblir. Et surtout, Pitta est formé de feu et d'un peu d'eau. Et en fait, la partie haut de Pitta va s'affaiblir et Pitta va devenir trop chaud et trop brûlant. Et j'explique un peu, même pour les personnes non praticiennes, c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Et du fait que le feu va devenir trop chaud, trop brûlant, et il va commencer à faire fondre ce kapha qui amène normalement dans l'organisme la lubrification, la l'onctuosité. Imaginez que vous avez un peu de graisse, mais de la bonne graisse en fait qui vous protège et qui protège vos alvéoles pulmonaires, parce que c'est ça aussi, ce fameux surfactant qui est impliqué dans la Covid, c'est-à-dire que les alvéoles sont protégées par une substance en fait, et quand le feu devient trop fort, il y a des exsudations qui se passent, il y a du liquide, des fluides qui viennent en excès, des fluides aussi inflammatoires, parce que le feu qui augmente va créer des inflammations, et tout ce liquide inflammatoire va gentiment aller se déplacer vers les poumons. Et c'est là qu'on arrive dans les formes sévères avec cette présence de liquide et qu'on a cet œdème pulmonaire qui peut être jusqu'à très sévère. Donc voilà, l'encrassage, c'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre le mécanisme. Et c'est pour ça d'ailleurs, à cause de ces fluides qui vont s'installer dans les poumons, que vous voyez même en réanimation aussi, parce qu'on a tous vu ça quelque part, même si on n'est pas des addicts de la télé, on place les patients sur le ventre parce que c'est justement pour que les alvéoles soient libérées et puissent refonctionner. Et en Ayurveda, c'est ce qu'ils font à l'hôpital en Inde. S'ils n'ont pas les structures de réanimation qu'on a nous dans certains petits hôpitaux, ils vont se contenter de traiter et de placer ces fluides, montent à la surface et libèrent les alvéoles. Donc en fait, on parle dans l'Ayurveda d'une combinaison de Vata qui est empêché de circuler parce que il est alourdi par ce kapha qui est perturbé, ces liquides qui ont augmenté, ce kapha qui devrait normalement nous assurer la protection et qui ne l'assure plus. Voilà un petit peu ce qu'il faut comprendre. Je sais pas pourquoi je suis partie à parler de ça, parce que je me suis perdue en route. Je suis un type Vata, moi, donc par moment, c'est possible. En fait, on parlait des doshas impliqués. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai pas perdu le fil complètement. Non, pas du tout. Et puis en même temps, là, tu parles des signes en même temps. Donc ça, c'est bien. Ce qui serait pas mal, c'est de venir aux mesures préventives maintenant, parce que c'est vrai que là, l'heure passe. Oui, alors on y va vite, parce que ça intéresse tout le monde. La mesure préventive, j'ai du Pitta aussi. Écoute, étonnamment, il semble, mais pas tant que ça. En tout cas, on en parlera hors. J'ai un bon kapha par contre aussi. Alors, les mesures préventives. Donc, la première chose que vous devez tous faire, et là, tous y compris, tous ceux qui sont présents, et le dire à vos proches, vous devez huiler votre nez tous les matins avec de l'huile, ce que vous avez, l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile de sésame va très bien. Si vous n'en avez pas, vous mettez du ghee, pour ceux qui utilisent le ghee en Ayurveda. Il faut huiler le nez tous les matins, et surtout si vous sortez dans la foule, dans le monde, parce que, et ça m'a été vraiment expliqué très simplement par les médecins indiens, si vous huilez votre nez, le virus, lorsqu'il va rentrer dans votre nez, il va pas pouvoir se fixer de manière à pouvoir pénétrer dans les tissus profonds. C'est-à-dire qu'en fait, il va agir dans le nez. Oui, vous aurez le virus, vous aurez le rhume, mais en principe, ça peut presque suffire à éviter qu'il descende dans les tissus plus profonds. Donc, première mesure préventive, huiler le nez. Ceux qui font du yoga pratiquent peut-être le neti, donc le nettoyage à l'eau salée. Moi, j'ai beau pratiquer le yoga, je ne le pratique pas parce que je ne suis pas une adepte de cette pratique. Mais si vous pratiquez le nettoyage à l'eau salée, vous mettez de l'huile toujours derrière. Vous ne laissez pas juste les muqueuses se dessécher. Surtout pas, actuellement, surtout pas faire de neti sans huiler derrière. Hein. C'est très important parce qu'on veut tout faire autre que dessécher les muqueuses nasales. Ensuite, bien sûr, suivre les routines saisonnières de l'Ayurveda. Alors là, on va pas les détailler ce soir, ce sera un long chapitre. Prenez contact avec un praticien si vous ne savez pas, mais il faut adapter vos doshas à la saison, là, l'hiver, et il faut que vos doshas soient équilibrés en fonction de votre constitution, en fonction de qui vous êtes, et ça, c'est vraiment individuel. Il y a que avec un praticien mais avoir un fonctionnement adapté à la saison, c'est ce qui va quand même vous conférer la meilleure prévention.
Et ce que je veux rajouter, c'est que Oui, si vous souhaitez avoir accès aux routines saisonnières, j'ai fait des e-books. Donc, si vous oui. souhaitez avoir des renseignements par rapport à ça, vous allez sur mon groupe et vous m'envoyez votre email et puis je vous envoie le e-book déjà de l'hiver. Voilà. Très important, le pranayama, pour ceux qui sont enseignants de yoga ou praticiens de yoga, c'est encore plus important de pratiquer les pranayamas que les postures, même si c'est bénéfique de pratiquer les postures, mais il est important de permettre aux poumons de fonctionner à plein régime en ce moment au cas où le virus vous frappe. Donc, faites du pranayama. Si vous ne savez pas faire, prenez contact, même en ligne, ou on trouve ça aussi, je pense, des pranayamas simples, mais augmentez la capacité pulmonaire et soyez sûr que vos poumons soient nettoyés tous les jours et en pleine possession de leurs fonctions. Et puis voilà, beaucoup évidemment de soins à l'alimentation pour avoir un premier tissu, le rasa dont j'ai parlé, qui soit vraiment fort. Parce que si votre premier tissu rasa est fort, vous allez avoir le tissu rakta qui va être fort. Et à partir de là, on va éviter bien des problématiques. Donc, on en revient toujours à l'importance de l'alimentation dans l'Ayurveda et de l'alimentation saisonnière. Hein. Vraiment attention à ça. Voilà un petit peu, il n'y a pas d'autres vraiment mesures. Alors, oui, après, il y a des plantes préventives qu'on peut prendre. J'avais dit à Chantal, je vais pas forcément citer, tout le monde se dirait c'est quoi. Je suis un peu embêtée avec ça et on en a parlé avant avec Chantal parce que si je cite trop et des noms de plantes, tout le monde va se précipiter à faire tout et n'importe quoi peut-être parce que les plantes médicinales ayurvédiques sont des plantes puissantes, sont des médicaments en fait. Je suis pas tellement, je cautionne pas trop l'automédication parce que bon, je vais quand même vous en citer une qui est majeure, l'ashwagandha, elle est à la mode, tout le monde connaît l'ashwagandha et on sait qu'elle est très bénéfique dans le cadre du Covid. Mais je dis aussi, l'ashwagandha, elle a aussi des contre-indications. Donc, il y a des personnes qui ne devraient pas forcer forcément la dose en ashwagandha. Voilà, le guduchi, exactement. On peut citer quand même les deux, trois. Mais on a aussi l'artémise, hein, en plante qui n'est pas forcément dans la pharmacopée ayurvédique. Mais essentiellement, on a aussi le basilic sain qui est bénéfique aux voies respiratoires. Enfin, je crois qu'il y a Dominique qui veut re-rentrer. Elle a dû manquer la connexion. Enfin, on a voilà le curcuma que tout le monde peut utiliser dans sa cuisine. Le curcuma, ça évidemment, on a cité quand même les plantes majeures. Après, si vous avez des symptômes et que vous avez le virus et que vous avez un tableau clinique, il vaut mieux consulter pour avoir vraiment les plantes, parce que peut-être vous allez prendre du guduchi alors que vous n'avez pas de fièvre et que c'est pas forcément ça qui est prioritaire pour vous. Mais par contre, vous avez plus de difficultés respiratoires et on a d'autres plantes qui sont plus spécifiques pour ça. Donc, ça dépend vraiment du tableau. Et puis, ça, c'est pour la phase traitement, en fait. Mais bon, moi, j'ai reçu le protocole du ministère Ayush par les médecins indiens, en fait, et ça, je peux le citer parce que c'est dans le protocole que tout le monde peut trouver sur le site du ministère Ayush. Les deux plantes qui reviennent, les trois choses qui reviennent quand même dans ce protocole, c'est celles qu'on a citées ce soir, guduchi, ashwagandha et le curcuma en lait d'or, encore mieux que comme poudre comme ça, parce que on veut pas dessécher. Comme je vous ai dit, le kapha s'affaiblit et on veut garder de l'onctuosité. Donc le curcuma, si c'est pas en lait d'or, en tout cas associé à un corps gras, lait de coco, ghee, peu importe, mais pas du curcuma qui va être astringent et desséchant. En période Covid, c'est pas une bonne chose. Donc voilà un petit peu ce que le lait d'amande exactement. Voilà un petit peu pour les deux trois choses majeures quand même qu'on peut citer. J'en profite pour dire quand même, ce sera presque une conclusion. J'ai eu les rapports d'une étude qui a été faite au Kerala, puisque moi je suis implantée là-bas, donc je connais mieux l'état du Kerala. Alors oui, l'état du Kerala est favorisé parce que c'est l'état le plus riche de l'Inde. Si vous prenez le Kerala tout au sud et dans les Himalayas, des zones très pauvres dans le nord, on n'aura pas les mêmes protocoles parce que l'état du Kerala a fait beaucoup pour sa population. Donc en fait, le ministère Ayush a diffusé très tôt, depuis 2 ans, dès le début de la pandémie, ils ont diffusé des mesures. Ils ont dit à la population ce qu'il fallait prendre, ce qu'il fallait acheter pour ceux qui pratiquent l'Ayurveda, parce que tous les Indiens ne pratiquent pas forcément l'Ayurveda, mais ils ont donné aussi les plantes qu'il fallait utiliser en fumigation pour nettoyer sa maison, etc. Et donc, sur 1,5 million de personnes au Kerala qui ont pratiqué l'Ayurveda, il y a eu une étude qui a été faite. Et sur ces personnes ayant pris les mesures ayurvédiques, il n'y a eu aucune forme grave répertoriée. C'est quand même important de le dire. Hein.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu ailleurs et pour d'autres raisons, mais en tout cas, dans ce protocole du Kerala, il y a ce chiffre qui est important. Hein. Et puis moi, je dirais quand même que si on sait que l'Inde, c'est 1 milliard 400 000 ou 500 000 aujourd'hui d'habitants, je dirais ils s'en sont pas si mal sortis compte tenu des moyens qu'ils ont et de comment aussi faut visualiser l'Inde, hein, comment aller atteindre les populations qui sont reculées dans les villages, comment atteindre ces gens-là. Donc je trouve que j'ai lu d'ailleurs, je crois que c'est l'OMS, le Kerala est cité comme l'État ayant le mieux géré la pandémie sur la planète. Donc ça va bien au-delà de juste l'Inde. Hein. C'est vraiment important de citer tout ça, quoi. Parce que, Oui, voilà. puis j'ai vu aussi que ils ont dans certains États de l'Inde aussi, ils ont distribué des kits avec de Oui, l'hydrochloroquine ou de c'est l'ivermectine. ça. Donc voilà, c'est D'ailleurs, si vous arrivez en Inde maintenant, vous avez un test à l'aéroport, puisqu'on peut retourner en Inde maintenant. Oui, voilà. Donc, même à Delhi aussi, pareil. Donc, si vous arrivez en Inde maintenant, vous avez un test rapide à l'aéroport et vous espérez arriver négatif, bien sûr. Vous êtes parti qu'un test négatif, donc normalement, vous arrivez négatif, sauf si votre test était faux. Mais si par malheur, vous arrivez positif, vous n'allez pas dans votre lieu de séjour, vous allez dans un hôtel imposé par le gouvernement. Mais dans cet hôtel où vous restez, je crois, 10 jours, vous recevez un kit et on vous traite. Vous n'êtes pas juste là à attendre que ça se passe, on vous traite pour éviter de dégénérer vers des formes et on vous suit. Vous avez des médecins qui sont habilités à vous suivre pendant la quarantaine. Donc, c'est quand même toute une autre approche. Hein. On est dans un autre monde. Voilà. ok. Ben, je te remercie pour tout ça, c'est très chouette. On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions maintenant ou si vous voulez carrément intervenir. Donc je rappelle, si vous voulez intervenir sans la vidéo, donc vous arrêtez votre vidéo et vous enlevez l'icône muet pour pouvoir intervenir. Si ça ne vous dérange pas, bah, vous pouvez laisser la vidéo. Et si il y a à un moment donné quelqu'un qui parle et puis que ça vous souhaitez justement que la personne puisse, enfin, vous avez une question qui arrive, eh ben, n'hésitez pas à lever la main et comme ça, je vous donnerai la main pour pouvoir intervenir. Allez-y, c'est parti. Peut-être le sujet est si complexe qu'il n'y a pas de question. Alors, il y a Sandrine qui dit comment agir par l'Ayurveda sur la perte du goût et de l'odorat. Alors, on a un certain nombre de plantes qui vont réparer au niveau des terminaisons et de ce qui a été abîmé dans la perte de goût et de l'odorat. Donc, on a un protocole. Après, il faut vérifier 2, 3 autres petites choses, mais normalement, avec un praticien, en tout cas, moi, j'en ai traité beaucoup, dont ma propre fille qui a récupéré en quelques semaines, elle avait complètement perdu. J'ai mon amie Sophie là qui attend de voir si elle récupère, sinon elle va me contacter aussi. C'est possible alors c'est complètement possible et absolument en Ayurveda. Je donnerai pas là la posologie parce qu'il y a peut-être des nuances, mais alors oui, je sais pas si ça va aider hein, de sentir les huiles essentielles, mais je suis pas sûre qu'on ait une réparation au niveau des tissus profonds suffisante, Jacques. Je sais pas, ça peut aider, hein, mais ce serait à voir si ça suffit. Pour les personnes qui ont perdu 100%, je sais pas si ça suffit. Là, on va vraiment agir sur les sous-doshas qui sont perturbés. On va avoir une action quand même régénérante en profondeur. Peut-être pour certains, ça suffit. Ça aide en tout cas, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais alors, je rassure les gens qui ont eu le Covid et qui ont perdu. Oui, en Ayurveda, on récupère le goût et l'odorat. Prenez contact avec moi, avec un praticien ou qui que ce soit et on va vous aider. Alors, Dominique, je vois la question. J'ai parlé de fumigation en prévention. Alors, nous, on les a pas, ces plantes. En fait, c'est un protocole donné par le ministère Ayush de plantes indiennes que les gens sont supposés aller acheter en Inde et fumiger la maison. C'est une préparation. Je m'étais renseignée auprès de mon associé si on pouvait l'acheter, l'obtenir en poudre pour la mettre. Et finalement, je pense que chez nous, si on diffuse, moi, je suis quand même des notions d'aroma aussi, comme je l'ai dit. Tout ce qui est huile essentielle ou diffusion à base de sapin va être bénéfique. Les conifères, c'est ce qui est le plus bénéfique pour vos voies respiratoires. Donc, je pense que même sans aller jusqu'à rechercher la préparation indienne, avec nos plantes locales, là, tout ce qui est conifères, hein, huile essentielle de sapin, tout ce qui est les sapins, c'est pour les voies respiratoires, il n'y a pas mieux, hein, d'ailleurs. Une promenade en forêt de sapin aussi, hein, et aérer les maisons, bien sûr.
Alors, il y a SRG qui va intervenir, donc c'est à toi. Ouais, SRG, c'est Sophie. Berger. Ah, c'est Sophie. Ben voilà, Sophie, t'es là. Tu peux Je suis abaisser un peu ta dans le main. noir, je suis dans ma chambre, désolée. Donc moi, 17 jours de Covid, très violent. J'ai toujours pas de goût, pas d'odorat, donc je suis en contact avec Françoise. Moi, je voulais revenir sur le côté noirceur parce que moi, je suis quelqu'un d'assez gai, voilà, qui me laisse pas abattre, voilà, pour le truc qui va me tomber dessus ou quoi que ce soit. Je suis assez positive comme fille et, euh, et j'en parlais justement avec Françoise de vraiment que ceux qui n'ont pas eu le Covid et qui malheureusement peut-être vont l'attraper, c'est vraiment se poser la question parce que moi, je l'ai eu avec mon conjoint et on était suicidaires, quoi. Je peux vous dire que c'était quelque chose de très grave. J'ai jamais connu ça. C'était une forme de dépression, mais et je pense vraiment, comme disait je sais plus qui tout à l'heure, que dans ce virus, ils ont foutu, et je l'avais dit à François, j'ai dit, mais c'est pas possible, ils ont foutu des molécules pour nous enlever toute énergie mentale, toute, voilà, il n'y avait plus du tout de joie de vivre. C'était vraiment voilà, tiré vers le bas, comme on disait tout à l'heure, et la terre s'ouvre. Alors, heureusement, c'est revenu. J'attends mon goût et mon odorat. Mais en tout cas, voilà. Donc, voilà, c'était la petite histoire. Et moi, je voulais rebondir sur l'huile dans le nez. Est-ce qu'avec mon manque de goût et d'odorat, je continue à me huiler le nez au cas où ou pas? Oui, Est-ce alors, que ça merci. va aider ou pas? Pour ceux qui ont une Covid, est-ce qu'on continue à mettre de l'huile dans le nez ou pas? Oui, alors merci Sophie. Donc c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas Sophie et son mari, ils sont tous sauf suicidaires et dépressifs. Je veux dire, Sophie, elle est d'origine espagnole, c'est une latine, elle est gaie comme un pinson. Donc si elle le dit, c'est que vraiment il y a quelque chose qui va pas. Je vous le dis moi, hein, vraiment. Alors oui, Sophie, donc il faut continuer d'avoir les muqueuses nasales huileuses, en tout cas pas sèches. Peu importe le goût, l'odorat, c'est deux choses différentes parce qu'on sait qu'on peut avoir eu le Covid. Moi, j'ai quand même des amis qui l'ont eu 2 fois. Donc, j'aimerais éviter que ça t'arrive. Et c'est quand même la meilleure prévention. Il faut éviter que les muqueuses nasales soient sèches. Elles ne doivent pas être sèches. Donc, du ghee, de l'huile, tu mets. Ouais. Merci Voilà. François. De rien. Mais ben, ravi que tu t'en sortes parce que vraiment, quelle histoire. Alors, Sarah demande des inhalations. Oui, bien sûr. Moi, je suis tout à fait pour tout ce qui peut développer les voies respiratoires. Je parlais des huiles essentielles ou hydrolats à base de conifères. Si vous avez connaissance avec les huiles essentielles, sinon vous prenez contact avec quelqu'un qui est plus dans l'aroma. Mais tout ce qui est à base de sapin. Alors, des massages ou des soins à pratiquer. Alors, je vais demander à préciser la question. Est-ce qu'en prévention ou en traitement? Est-ce que quand on a le Covid ou en prévention? Je suis besoin de préciser la question peut-être. Voilà, ben Jacques a répondu plus vite que moi. Donc, un massage de la poitrine. Alors, c'est vrai qu'en Ayurveda, on ne pratique pas de massage complet quand on est malade, quand on est affaibli, quand le feu digestif est faible. On a pour habitude de dire, même en cure, hein, les gens qui viennent en cure chez nous et ailleurs aussi, qui sont momentanément enrhumés ou malades, on suspend les massages hein, parce que ça affaiblit l'organisme. Donc, un grand massage ayurvédique, si vous avez l'idée, tiens, j'ai le Covid, je vais prendre rendez-vous chez mon thérapeute. Non, si c'est un thérapeute ayurvédique, il vous dira non déjà. Puis si vous avez le Covid, vous n'êtes pas supposé y aller, c'est vrai. Mais bon, bref, par contre, localement, oui, des massages, des applications, plus que des massages, comme disait Jacques, d'huile qui favorise les voies respiratoires, pourquoi pas, oui. Oui. Mais pas de massage, allez pas, dès que vous êtes plus contagieux, attendez d'avoir récupéré. Si vous êtes fatigué, n'allez pas vous faire masser en pensant que ça va vous aider. Il faut d'abord que le corps récupère, ça c'est un grand principe en Ayurveda avant d'aller faire un massage. Ça va épuiser l'organisme plus qu'autre chose. Puis ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans les traitements, c'est qu'on a en Ayurveda ce qu'on appelle les traitements Rasayana. Donc, si vous êtes thérapeute et que vous traitez des patients qui ont eu le Covid, c'est important. Là, les médecins indiens m'ont dit que, je partage mes connaissances avec vous, ils m'ont dit que toute personne qui a eu le Covid, même léger, même asymptomatique, devrait faire pendant 3 mois un traitement Rasayana, c'est-à-dire régénérant pour les séquelles, les cellules potentiellement endommagées, les tissus profonds. Donc, voilà, ça, vous connaissez les Chyavanprash et compagnie, donc c'est à vous de voir avec vos patients, mais c'est important de bien régénérer en profondeur pour éviter justement de traîner des séquelles qui ne seraient pas perceptibles. On pense qu'on est guéri. Et puis aussi pour éviter les Covid longs, hein, parce qu'on ne sait pas encore en fait ce que ça va donner ces Covid longs. Moi, j'en traite, mais on ne sait pas trop hein, vers quoi on va. Oui, l'amla, j'ai pas trop cité toutes les plantes, Jacques, le malaki, bien sûr, tout à fait.
Donc, il y a vraiment un grand protocole à disposition. Alors, il y a Annick Lorraine qui a posé une question. Elle a dit, elle vient d'avoir le Covid, elle a toujours des maux de tête le matin, que puis-je faire? Donc, je lui ai répondu d'aller voir un thérapeute ayurvédique ou un médecin. Est-ce qu'éventuellement, tu peux rajouter quelque chose ou c'est OK pour toi? En fait, ça dépend du fameux srotas, le fameux canal qu'on traite, en l'occurrence relié à la moelle épinière par rapport aux maux de tête. Donc, on va traiter à ce niveau-là. Moi, je suis pas une spécialiste c'était sur le chlorure de magnésium, je crois, la question, hein, c'est ça? Non, ça, c'est une autre question. Non. Donc, la question, c'est… Elle dit juste, elle a des maux de tête le matin et elle demande ce qu'elle peut faire. Oui, il faudrait voir un petit peu plus. Je pense consulter, ça serait mieux. Pranayama qui marche bien aussi pour ça. Aussi, pranayama. Après, on peut travailler aussi avec des applications en huile essentielle si on n'a pas d'autres moyens sous le nez. Nous, on le traite d'une manière plus globale par rapport au tableau clinique complet. Donc, c'est un peu difficile de donner juste là, il y aurait telle plante ou telle plante. On sait que chez nous, la menthe poivrée est bénéfique pour les maux de tête. Mais normalement, si on prend le traitement dont je viens de parler, Rasayana, comme la Malaki notamment, on aura normalement un effet sur cette régénération qui va normalement faire passer les maux de tête. Mais prenez conseil peut-être avec un praticien, il pourra mieux, vous connaissant, cibler exactement ce qu'il vous faut. Alors, il y a Anaïs qui dit, avez-vous un avis ayurvédique à donner sur l'emploi du chlorure de magnésium, donc c'est celle de Nigari, en prévention? J'ai essayé par hasard pour le transit et je sens une énergie nettement meilleure. Alors, comme je disais, moi, je suis pas une experte parce que je traite en Ayurveda et que ça fait pas partie de la pharmacopée ayurvédique, donc je suis vraiment pas une spécialiste de ça. Jacques a l'air d'en savoir un peu plus. Moi, j'utilise pas ce produit, donc je peux pas en parler. Oui, je te disais, je reviens juste une étape en arrière par rapport aux maux de tête. Je pense que pratiquer le pranayama et la méditation et apaiser le mental, de toute façon. Quelqu'un a parlé du Shirodhara, là, mais alors, je suis pas contre, mais là, il faut vraiment voir avec le praticien si vous êtes suffisamment rétabli et si votre tableau clinique est adéquat pour faire un Shirodhara et avec la bonne huile, ça peut aider, oui, bien sûr, ça peut. Ou simplement les massages ayurvédiques de la tête, hein, c'est moins lourd qu'un Shirodhara et il y a des points marma quand même beaucoup au niveau de la tête qu'on peut stimuler, travailler. Donc je pense qu'un massage de la tête pourrait même suffire, pas besoin d'un Shirodhara forcément. Alors, il faut avoir un praticien près de chez vous. On nous demande les maux de tête le matin peuvent-elles être un signe de toxine aussi? Oui, aussi, c'est pour ça qu'on donne nos plantes, nous, pour éliminer notamment, je reviens sur ces Rasayana, ils éliminent aussi les toxines, surtout si vous avez été traité peut-être en allopathie et que vous avez eu d'autres médicaments ou si vous avez eu des problèmes respiratoires qu'on vous a donné. Bon, ils ne traitent pas grand-chose chez nous, donc je ne pense pas qu'on a eu beaucoup de médicaments, ceci dit, mais même du Doliprane, c'est possible, oui, il faut détoxifier, oui, tout à fait. Alors, nos traitements permettent de faire une détox, tout à fait. Une détox après légère parce qu'on est en hiver, hein, on ne fait pas des détox intenses, il faudra la faire au printemps. Là, c'est pas le moment de faire une grosse détox maintenant, on va s'affaiblir. Fasting, oui, alors tout à fait, ça fait partie du protocole ayurvédique que je conseille aussi aux personnes qui m'appellent et qui me consultent. Manger extrêmement léger, voire faire un jour de jeûne, enfin en tout cas manger d'une manière extrêmement allégée pour le système digestif puisqu'il faut de nouveau relancer le flux digestif et qui se renforce. Donc, on va se nourrir. En Ayurveda, on parle beaucoup de bouillon de carcasse quand on est malade, hein, c'est ce qu'on donne. Donc, moi, je le fais régulièrement ici, même quand on n'est pas malade. Si vous mangez du poulet, gardez la carcasse, faites un bon bouillon avec votre carcasse et quelques légumes dedans. Et là, vous avez vraiment une reminéralisation. Bon, vous m'avez compris. C'est ce qu'on donne aux personnes affaiblies en Inde, dans les hôpitaux ayurvédiques, du bouillon de carcasse, hein, tout à fait. C'est vrai qu'on peut boire du Porto aussi, mais ça, c'est pas tout à fait ayurvédique. Non, je rigole. Alors, Annie dit, c'est possible, non, rien, symptômes légers, mais du Doliprane. Je n'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire, Annie. Je pense qu'elle voulait dire, je ne sais pas, je n'ai pas vu le message. Si tu veux prendre la parole, Annick, n'hésite pas, hein, tu enlèves le micro et puis tu prends la parole, ce sera plus facile. Oui, bonsoir.
Bonsoir. Voilà, je viens d'avoir le Covid. On a été les 4 touchés, donc toute la famille. Symptômes légers, effectivement. Et par contre, je disais, j'ai pris du Doliprane et depuis, donc, j'ai des maux de tête le matin. Alors, je vous informe que bon, bien sûr, je fais de l'Ayurveda depuis 5-6 ans, même plus. Donc, on a eu des symptômes légers. Je pense que je mange ayurvédique, enfin bon voilà, je pense que ça a eu un lien. Par contre, c'est les maux de tête le matin, uniquement le matin, et oui, je sais pas pourquoi, voilà. Donc c'était ma question. Alors, soit ça fait partie du suivi Covid exclusivement et il faut traiter, comme je disais, au niveau des fameux d'atouts et de ce qui est perturbé dû au Covid, ou alors, parce qu'on sait que le Doliprane est quelque chose qui se stocke au niveau du foie, c'est un des premiers organes qui sature quand on prend du Doliprane, donc c'est possible qu'il faille nettoyer le foie, en Ayurveda ou pas en Ayurveda, mais vous avez peut-être besoin de nettoyer votre foie, c'est possible. Hein. Oui, parce qu'on m'avait donné de la Vipaticar, parce que j'avais déjà le foie engorgé par rapport à l'été, à la chaleur. Oui, la Vipatie, c'est une petite purge légère, on va dire. Enfin, ça dépend de la dose qu'on donne, pas forcément légère. Tu l'as pris, Sophie, d'ailleurs, la Vipatie au début, il y a longtemps. Oui, elle aura un effet au niveau de Rakta-Dhatu du foie. Après, il y a d'autres traitements pour détoxifier. Ça vaudrait la peine de nettoyer un petit peu le foie. Je suis pas sûre que j'aurais donné forcément à Vipatie à chaud comme ça me vient pas. Mais tu disais quelque chose, Jacques, je crois, non? T'as pas tapé un truc, non? Non? T'as tapé des sangsues, tu parlais des sangsues. Oui, alors c'est sûr que, mais sauf que chez nous, ici, enfin, je sais pas où habite la dame, Annick, mais trouver un praticien qui fait... Ouais, alors je suis pas sûre qu'il y ait un praticien qui met des sangsues à Nice, hein, je sais pas. Ça Après, pour purifier le sang, c'est l'idéal, hein, c'est sûr. Oui, alors il faut aller voir Jacques, il met des sangsues. T'en as chez toi? Ah bah, j'aimerais te voir alors. Voilà. Oui, tu peux parler, Jacques. Jacques a des sangsues, donc allez-y. Nous, en Inde, on a des fois de la peine à en avoir parce qu'il y a pénurie de sangsues, mais Jacques, ici, il en a. Oui, la sangsue, c'est ce qui purifie le sang le plus simplement possible, bien sûr. J'ai visité un élevage à Delhi et j'ai copié un peu sur ce qu'ils faisaient, notamment pour les vider, les nettoyer, sans resservir quand c'est un client régulier qui en a besoin pour un traitement particulier. Mais effectivement, on en trouve en France, il n'y a qu'un seul élevage près de Bordeaux. Depuis 1837, il n'a jamais arrêté et il continue à fournir plus de 300 000 sangsues par an dans le monde entier. Et c'est là où je me sers. D'accord. Et tu les mets dans le curcuma pour les faire vomir dans la solution? C'est ça, j'en mets sur la tête en fait, et puis ensuite je les essore de la ventouse jusqu'à la tête pour leur faire cracher le sang à la fin. Ouais, super, c'est bon à savoir, hein. Je suis pas très loin de chez toi, donc si j'ai besoin, je viendrai. Parce qu'en Inde, en fait, on ne les tue pas, alors qu'ici, légalement, en France, on devrait soit les tremper dans l'eau de Javel, soit dans l'eau bouillante, et moi, je peux pas. Non, nous, au centre, en Inde, on les tue pas non plus, hein. On les met dans la solution de curcuma, on les fait vomir, on les laisse au repos un certain temps, et on les réutilise plus tard, oui, on les tue pas non plus. C'est ça. Ok, bon, voilà. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Mais si vous pratiquez vous-même ou vous avez un praticien dans votre région, peut-être, non? Vous savez comment faire ou... Non, justement, c'est pour ça que j'ai pris l'adresse de Jacques, à Bordeaux, c'est ça? Non, Jacques, il n'est pas à Bordeaux. Ah, Jacques, il est pas très loin de la région lyonnaise. Je suis pas loin de Lyon, en fait, à 30 km de Lyon. 30 km de Lyon, d'accord. D'accord, c'est noté, merci. Sinon, moi, j'ai une personne qui m'a contactée pour aller faire une cure en Inde et elle est praticienne à Cannes, si jamais. Oui. Je pourrais toujours vous communiquer par la suite, mais j'ai pas son nom comme ça tout de suite. Il faut me recontacter, je vous dirai. Si vous voulez voir quelqu'un plus localement, c'est possible, juste pour un suivi régulier, quoi. D'accord. Oui, je veux bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Il me semble que Christine veut intervenir, donc elle n'arrive pas à mettre de message. Donc Christine, n'hésite pas à intervenir en enlevant ton micro et pour poser tes questions ou même dire ce que tu as à dire. Après, moi, je suis une grande fan du Triphala, je dois dire. Voilà, le Triphala, pour moi, c'est le nirvana. Voilà, moi, j'adore le Triphala quand on a besoin de nettoyer son organisme, si on veut être basique. J'ose le dire quand même, il n'y a pas de contre-indication à le prendre, sauf sur un long terme sans conseil, parce que là, il peut y avoir d'autres effets plus tard qui sont pas bénéfiques.
Mais sur une courte période, après, quand on a besoin d'un petit coup de détox, j'oserais dire que le Triphala, pour moi, c'est une valeur sûre. Hein. Ça ne peut qu'aider. Hein. Dans le Nord, oui, dans le Nord, j'ai quelqu'un d'exceptionnel. Vous me contactez après parce que j'ai pas tous les numéros sur moi là devant le Zoom, mais dans le Nord, j'ai quelqu'un pas très loin du Touquet, par là, dans cette région-là. J'ai très bien, une très bonne praticienne, oui. J'ai un vrai réseau. Je suis un annuaire. Voilà. Alors, il y avait Christine, vous voulez parler? Oui, Christine, vas-y, Christine, tu peux parler si tu veux, on t'écoute. Je ne sais pas si elle peut parler. En tout cas, c'est un sujet qui attire du monde. Je vois qu'il y a 99 participants. Vas-y, donc tu enlèves ton côté muet et puis vas-y, n'hésite pas à parler, Christine. On t'écoute. Je ne sais pas si elle peut. Elle a disparu? Non, elle est là, mais je ne sais pas. Bon. Ok, bah écoute, je ne sais pas. En fait, elle ne peut pas mettre de message sur le chat parce qu'elle est avec son portable et peut-être que c'est un peu… Elle va peut-être revenir après. Non, elle est là, mais je ne sais pas ce qui se passe. Bon, bref, c'est pas grave. Elle m'a envoyé un message sur Facebook, c'est pour ça. Ah. Ok, bon, on verra après. Hein. Si tu veux intervenir, n'hésite pas, Christine. Hein. Prends la main, prends la parole. C'est avec plaisir que tu peux apporter l'eau à notre moule. Vous avez aussi, je vais regarder la question, vous avez aussi quand même les plats, je pense en voyant Jean qui a parlé de s'alléger, voire de jeûner, mais vous avez les kitchari aussi, il y a des recettes, je pense sur ton groupe, il doit y avoir des recettes de kitchari, je pense. Le plat détoxifiant par excellence de la médecine ayurvédique. Quand on est malade ou qu'on a été malade, c'est la meilleure chose à faire, hein, c'est de manger du kitchari. Rien que ça peut aider aux maux de tête même, je pense, de détoxifier. Faire une journée, voire 2 jours, voir si on tient le coup 3 jours de monodiète de kitchari, à mon avis, ça fait. Hein. À voir. Hein. Si le feu est correct. Je crois que Christine va pouvoir intervenir là. Vas-y, Christine, c'est à toi. Elle s'est connectée à l'audio, j'ai vu là. Donc normalement, ça devrait marcher. Ah, quelqu'un est fan de kitchari, oui, moi aussi, je dois dire. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Et puis, j'aime bien faire de varier, en fait, au niveau des légumes, des épices. C'est surtout qu'après une infection Covid ou autre, d'ailleurs, on veut renforcer le feu digestif puisqu'il a été affaibli. Et en fait, si vous faites l'expérience, vous n'avez pas trop faim, en fait, vous mangez du kitchari et vous faites l'expérience en général, hein, ça doit fonctionner chez tout le monde normalement. Et quelques heures après, vous sentez quand même déjà que vous avez de nouveau un peu plus faim, quoi. C'est vraiment un truc, les lendemains de repas de fête, lourds, etc. Si vous voulez relancer votre feu digestif, allez au kitchari, quoi. Alors, il y a Anaïs qui dit, excusez-moi, je n'ai pas bien compris en quoi consiste ce traitement Rasayana que vous mentionnez si souvent. Et elle dit aussi qu'elle n'entend pas bien. Donc, il faudrait peut-être augmenter un peu notre voix, je ne sais pas. Donc, en fait, le traitement Rasayana, c'est vraiment pour restructurer, renourrir les tissus et rebooster en énergie, notamment. Et donc, il y a plein de plantes, enfin, un mélange de plantes qui va remonter Vata, notamment. Et justement permettre d'avoir un meilleur feu digestif aussi et donc d'avoir forcément une meilleure absorption des nutriments et de tout ce dont on a besoin pour nourrir les tissus, quoi. Alors le Rasayana, en fait en sanskrit, ça veut dire régénération, régénérant. Normalement, c'est pour ça qu'on le donne après une maladie comme le Covid pour régénérer, comme a dit Chantal, les tissus profonds qui ont été lésés, abîmés et qui vont éviter de garder des séquelles qu'on ne peut pas forcément mesurer au stade actuel des connaissances qu'on a sur la Covid. Il y a plusieurs produits ayurvédiques, médicaments ayurvédiques Rasayana qui se traduit pas en fait. C'est pour ça que je dis Rasayana parce que il faut me contacter Jacques, Chantal, un praticien et selon un peu votre tableau. Christine aussi. On pourra vous dire, oui, Christine qui est là aussi, il y en a plusieurs. Il y a Sandrine aussi qui était… Il y a des ghis médicinaux qui font partie des Rasayana, puis il y a ces fameuses confitures ayurvédiques, j'appellerais ça comme ça, qui sont des pâtes qu'on mange comme ça le matin à la cuillère. One Crush.
Voilà, moi, j'aime pas du tout, mais voilà, mais il faut. Et en cure, notamment les gens qui font une cure ayurvédique en Inde, c'est ce qu'on leur donne après la cure pour stabiliser et renforcer l'organisme. Après la cure, on donne, en prolongement de la cure ayurvédique, on donne ces traitements Rasayana. Merci. Alors, il y a Véronique qui disait le Triphala à quel moment? Je parlais pour la dame qui a besoin de nettoyer un peu son foie et quand on a un peu besoin d'une détox, quand on a un transit qui n'est pas revenu, parce que j'ai eu des patients Covid qui ont fait de la constipation alors qu'ils n'en font pas d'habitude. Donc, si le transit n'est pas régulier, en Ayurveda, on veut vraiment obtenir une élimination tous les jours. Ça peut être intéressant à ce moment-là, après le Covid, pas pendant, de mettre une semaine ou deux de Triphala, mais voilà, ça va peut-être pas tout traiter, mais ça peut aider. Maux de tête, transit, parce que ça peut être digestif aussi, les maux de tête, désengorger un peu l'organisme, nettoyer un peu tout ça, je pense que ça peut être intéressant. Puis s'il y a des maux de tête, je me dis, il y a peut-être un peu trop de vata dans la tête aussi, s'il y a eu de l'anxiété, donc ça peut faire aider à redescendre aussi tout ça. Plus de son. Ah, Christine, elle a plus de son, je sais pas, moi je parle avec le micro, là, bon. Ah, mais il n'y a plus de son non plus. Oui, excuse-moi, c'est moi qui ai enlevé le muet. Voilà. Parce que j'enlève le micro quand tu parles pour éviter d'avoir des parasites. Donc, oui, elle a plus le son. Alors, peut-être que si elle a plus de son, c'est parce que, il y a un problème de son côté, en fait, peut-être. Oui. La connexion ou de son ordi, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un peu aléatoire, Zoom, par moment. Hein. Bon, voilà. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a Elena qui dit, j'ai eu le Covid en décembre et depuis une semaine, de nouveaux malades comme une grosse trachéite et la voix cassée. Que puis-je prendre pour la gorge? Moi, je dirais que c'est quand même mieux de voir quelqu'un parce que, comme on disait tout à l'heure, vous avez un profil particulier et les doshas ne s'expriment pas tout à fait de la même manière chez certains que d'autres. Et donc, du coup, je vous invite à aller prendre rendez-vous avec un thérapeute. Hein, donc, vous pouvez passer par Françoise éventuellement par Skype, en live comme là aujourd'hui, si vous voulez, ou aller voir quelqu'un autour de chez vous si vous souhaitez. S'il y a une trachéite, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement réglé, donc il faut adapter les bonnes plantes. Donc juste comme ça à dire, voilà. Après je peux dire que bien sûr la réglisse, la mauve, ça adoucit au niveau, ça on le sait, on peut consommer de la réglisse et de la mauve si on sent qu'on a la gorge irritée et tout. Mais si on a une toux d'irritation, mais s'il y a vraiment une trachéite, il peut y avoir autre chose à traiter plus en profondeur au niveau des voies respiratoires qui n'est pas complètement nettoyée. Alors là, on est plusieurs thérapeutes sur ce call, mais sinon près de chez vous, je ne sais pas où habite cette personne. Sinon en visio, on fait tous de la visio maintenant. Mais prenez conseil plutôt, comme ça on pourra mieux adapter vraiment les plantes juste pour vous, les posologies aussi, parce que après, bien sûr que le miel, on n'a pas parlé du miel ce soir, mais il est associé dans la plupart des traitements ayurvédiques pour la Covid, bien sûr. Voilà. Dans le Nord, voilà, ça sera peut-être la même praticienne ou bien Jacques, Christine, Chantal, moi en visio, peu importe. Tu fais de la visio, Jacques, aussi, peut-être? Oui. Ouais, très peu, très peu. Oui, quand il faut, on le fait. J'ai besoin de voir, de toucher, de sentir, voilà. Mais pour ce type de problématique, moi, je peux aider en visio aussi. Voilà, je vous dirai. Dans un cas comme ça, plutôt précis, ça peut se faire en visio, effectivement. Hein. Oui. C'est une inflammation, donc c'est déjà ciblé. Après, il faut aller un petit peu plus en profondeur, mais c'est vrai que c'est faisable. Là. Oui. Après, on est tous pareils, on aime bien avoir les patients dans notre cabinet, bien sûr. Alors, après, elle dit, est-ce que la gelée royale, Sarah dit, la gelée royale, point d'interrogation, est-ce que c'est bon? Moi, je dirais c'est un peu léger, la gelée royale. Hein. Mais bon, après, voilà. Ça ne fera pas de mal, mais ça ne suffira peut-être pas. Voilà, c'est ça. Hein. Il vaut mieux aller voir quelqu'un de formé à l'Ayurveda pour vraiment vous donner, être sûr de ne plus avoir de problème, en fait. Alors, Naïs demande si l'argile est utilisée en Ayurveda. Elle a vu quelqu'un qui en parlait tout à l'heure. Oui, c'était moi. Bon, alors Jacques, vas-y, à toi la parole.
Alors, l'argile est peu utilisée, hein, peu utilisée, mais de plus en plus, malgré tout, suivant les régions en Inde. Alors, dans le cadre du Covid, il a été essayé, testé en Inde, justement, et il se trouve qu'elle est très efficace, mais à des doses largement au-dessus de ce que l'on peut utiliser chez nous lorsqu'on fait une petite cure d'eau d'argile. Là, l'idée, c'est d'en prendre plusieurs jours, effectivement, et voire 2 à 3 grosses cuillères dans un verre d'eau, et il faut tout boire. Hein. Donc, c'est pas de l'eau argileuse, c'est de l'eau argileuse, c'est pas de l'eau d'argile. Voilà, c'est ce qui est préconisé par le gouvernement Ayush, d'ailleurs, auquel j'ai pris les références. C'est les tests qui ont été faits, qui a très bien fonctionné et qui a réduit pratiquement toutes les l'inflammation pulmonaire que pouvaient avoir des gens qui avaient atteint déjà un Covid, je dirais pas en réa, mais déjà pas mal sévère. Voilà, merci Jacques, c'était bonne réponse. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui dit pour les diarrhées qui ont créé des hémorroïdes, comment traiter. Moi, là, je vous dirais directement d'aller voir quelqu'un parce que là, c'est pareil. On ne peut pas non plus tout répondre à tout le monde par rapport à ça. Comme l'a dit Françoise, l'Ayurveda, ce n'est pas un traitement pour tout le monde pareil. On ne généralise pas les traitements, en fait. Hein, c'est vraiment en fonction de chacun. C'est vraiment très particulier puisqu'on adapte, en fait, chaque plante, chaque conseil en fonction du profil de la personne et puis de son état au moment où elle vient nous voir. Donc, on va prendre après, je sais que Sophie veut reparler, mais la personne a posé une question sur les diarrhées. Là, moi, je voulais juste répondre à ça. C'est ça qu'elle dit pour les diarrhées qui ont créé des hémorroïdes, comment traiter. Oui, alors en fait, là, c'est pareil, il faut vous rapprocher d'un praticien parce qu'on a une pathologie en Ayurveda qui s'installe après des diarrhées qui ont créé des séquelles, en fait, et ça peut générer plus tard une espèce de ce qu'on appellerait chez nous comment on appelle ça, j'ai étudié en anglais, alors en français, le côlon qui retient pas Grahani, comment on le traduit, je sais pas traduire les mots sanscrits. De malabsorption, je crois, ça s'appelle comme ça en français. Parce que moi, perméable. Oui, voilà, merci. Enfin, on a une pathologie qui est décrite en Ayurveda quand on a fait une diarrhée et qu'elle a créé des problématiques. Il faut voir la situation plus en profondeur. Voilà, parce qu'on peut installer un tableau en fait, et après la perméabilité intestinale et la paroi et le côlon, tout ça se régénère pas bien. Et c'est des personnes qui peuvent garder des séquelles, donc ça fait partie des choses où je vous conseillerais de vous rapprocher d'un praticien. Ça se traite tout à fait en Ayurveda. Donc, prenez contact. Merci pour À force d'étudier, on s'inscrit en anglais. Moi, en français, je sais pas dire les choses des fois. Sophie, tu avais une question peut-être? Oui, juste pour Jacques, parce que comme moi, je suis en post-Covid, est-ce que l'argile, comme j'en ai déjà appris, et là, j'ai pas du tout pensé, est-ce que tu penses, Jacques, que c'est bon? Et quand tu parles d'eau d'argile, on est bien d'accord, c'est l'argile qui pose toute la nuit et on voit que l'eau du dessus du dépôt, c'est ça, l'eau d'argile? Ça, c'est l'eau d'argile, effectivement. Donc, en ce qui te concerne, l'idée, c'est de l'eau argileuse, c'est-à-dire tu bois tout, tu remues et tu bois. Oui. Voilà, c'est là où c'est le plus efficace. Et il faut effectivement continuer après la fin du Covid, encore au moins encore quelques semaines pour éviter qu'il y ait une résurgence en fait de la Covid. Donc, un verre par jour le matin à jeun, par exemple? Il faudrait presque en boire 2, hein, mais répartis sur la journée, il faut doubler les doses. Hein, c'est au moins 2 cuillères par verre. Et c'est de la blanche, de la verte et pas de la blanche? De la verte ultra ventilée, donc la plus fine possible. D'accord. Merci, Jacques. Bonne idée. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a Naïs qui dit donc en curatif et non en prévention. Alors, je pense qu'elle parlait de l'argile. De l'argile? Ouais. Alors, c'est pareil, il y a vraiment des personnes comme Jacques qui sont très, très de grands spécialistes, je dirais, de l'argile. Moi, je ne le suis pas.
On ne fait pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes spécificités. Donc, si vous avez vraiment je connais l'argile, mais je l'utilise pas plus que ça. Et puis, ce que j'ai remarqué en Inde, c'est que ça dépend des régions. Moi, par exemple, au Kerala, les médecins connaissaient pas du tout les traitements à l'argile. Moi, c'est des patients qui venaient avec de l'argile dans leur valise, parce que j'avais une patiente qui se déplaçait jamais sans son argile pour son eczéma et qui a fait découvrir l'argile aux médecins ayurvédiques. Elle connaissait l'argile de nom, mais voilà. Donc ça dépend où on a été formé aussi. Moi, j'étais formée dans une région où l'argile, les médecins en parlaient pas, ils l'utilisaient pas. Peut-être plus au nord, les traitements sont pas les mêmes non plus. Oui, Très... tu as raison, c'est pour ça que c'est intéressant de partager. Ouais. J'ai eu la même réflexion que toi avec le massage au bol Kansu. Ouais. En Kerala, ils connaissaient très très peu parce que ça fait pas partie de leur histoire, puisque l'utilisation du bol Kansu, ça vient du Népal et c'est un peu en Inde Est qu'on le trouve beaucoup. Mais voilà, donc ils découvrent aussi. Au Kerala, ils connaissent même pas le lait d'or. Hein. Ça vient du nord de l'Himalaya, enfin là-haut. Hein. Le lait d'or, c'est moi qui leur ai expliqué ce que c'était le lait d'or. Hein. Au Kerala, ils boivent pas de lait d'or. Il fait trop chaud en plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils boivent du lait d'or? Il fait 30 degrés à l'ombre. On boit pas du lait chaud avec. On boit du thé sous les cocotiers là-bas. On boit pas. Il fait trop chaud. Voilà, c'est vraiment intéressant d'échanger. Moi, ce que je voulais dire aussi, l'école où j'enseigne à Paris, Yokshan-Sara où j'enseigne, ils vont mettre en place là, mais c'est pas encore, mais je le dis quand même, mais je le publierai. Ils vont mettre en place un cycle de conférences où les gens pourront s'inscrire, un programme en fait de soutien par rapport à ce qu'on disait pour finir la boucle un peu par rapport à cette lourdeur, cette noirceur, ils vont mettre un programme de soutien quelque part. Où il y aura peut-être des enseignements de pranayama, il y aura des enseignements d'ayurveda, il y aura enfin un groupe qui va se créer comme ça, mais c'est pas encore au point, mais je vous le dirai, parce qu'ils ont remarqué que les gens ont besoin d'aide en fait. Plus ça dure en longueur, plus les gens vont avoir besoin d'aide. C'était intéressant tous ces échanges en tout cas. Alors, il y a Yanaris Ortega qui demande quelle école? Quelle école? L'école où j'enseigne, c'est l'école Yokshan-Sara. Vous trouverez le site, c'est à Paris. C'est une petite école traditionnelle dirigée par une femme et son compagnon est indien. Et on y enseigne, moi j'enseigne un cursus de formation en consultant en Ayurveda là-bas qui va démarrer au printemps. Mais il y a plein d'autres choses là-bas, il y a plein ils vont mettre ça en place parce que voilà, c'est en train de se mettre en place. Ok. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que là, c'est bon, on a fait le tour. Je vous invite à tous participer à ces sondages parce que c'est important pour nous d'avoir des retours afin de pouvoir mieux répondre à vos attentes. Et puis, peut-être mettre en place des petits programmes intéressants, des mini-programmes pour pouvoir vous aider à vous en sortir tout seul pour les particuliers et éventuellement pour le personnel, enfin les praticiens en Ayurveda, faire justement une formation, une formation particulière Covid, voilà, parce que Françoise comme Jacques sont assez submergés par ce genre de demande et on a besoin de renfort. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont eu la patience et la motivation de m'écouter. Et je vous remercie d'avoir été là. Et puis merci à toi Chantal, merci pour les collègues qui ont participé, toutes vos questions. Et puis à très bientôt alors.